Alors, on va essayer de chapitrer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, on a vu l'illustration que nous proposait le reportage de Johan Delras sur ce fameux stress hydrique pour les cultures. Quelles sont les cultures qui sont particulièrement affectées par la vague de chaleur qu'on connaît en ce moment? Alors, il faut voir que cette vague de chaleur arrive alors qu'on avait déjà une sécheresse depuis plusieurs mois, une sécheresse assez inédite pour cette période de l'année. Il y a une étude qui a montré que plus de la moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen était déjà en situation de sécheresse avant cette vague de chaleur. Donc on parle d'un terrain qui est déjà très très sec et l'impact très concrètement, ce sont les plantes notamment pour le maraîchage, les tomates, etc., qui vont vraiment souffrir avec des feuilles qui vont tout simplement brûler. Donc il va y avoir des pertes au niveau du maraîchage. Et il y a certaines cultures de céréales qui peuvent également avoir des pertes de rendement. Par exemple, l'orge de printemps qui pourrait perdre jusqu'à 5% de rendement. Donc des conséquences très très concrètes sur ces cultures-là. Alors, maïs, blé, légumes, vous avez parlé des tomates. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui risquent d'être affectés? Je pense notamment à l'élevage. Alors, tout dépend la durée de cette vague de chaleur. On nous annonce un été qui pourrait être lui-même très chaud, parce qu'ensuite, on arrive effectivement dans d'autres cultures comme le maïs, qui a besoin de beaucoup d'eau. C'est un autre débat d'ailleurs sur l'irrigation, et je pense qu'on y viendra. Il peut y avoir aussi des problèmes sur l'herbe, le foin, ce qu'on a vu certains étés où il fait très chaud, et donc finalement, on n'a plus de fourrage pour l'élevage. Donc, on a effectivement des cultures qui pourraient être touchées. À cette période de l'année, on ne peut pas le dire. S'il pleut en juillet, les choses vont se rattraper. Mais effectivement, si on continue, et les tendances seraient quand même plutôt pour une continuité, on sait qu'on va avoir beaucoup de difficultés. Il y a un rapport du Haut Commissariat à la stratégie au plan, sorti cette semaine, qui montre que 88% du territoire national pourrait être en situation de tension hydrique en 2050 si on continue comme maintenant, parce qu'on utilise de plus en plus d'eau. Les surfaces irriguées ont augmenté de 20% entre 2010 et 2020, 20% d'augmentation, alors que dans le même temps, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes, notamment au sud de la France. Donc là, il y a une tension qui se fait et il faut des politiques publiques pour arbitrer sur les choix agricoles et aussi changer des cultures. Produire du maïs, ça demande beaucoup d'eau. C'est une culture pour l'élevage. Donc peut-être qu'il faut moins d'élevage, moins de consommation de viande. C'est meilleur pour la santé. Et autre chose que du maïs pour nourrir le bétail. Pour les Béotiens que sont les citadins, Boris Veliachev, est-ce qu'on peut expliquer en quoi quelques jours de canicule, on espère que ça ne va pas durer, mais c'est quoi, 3, 4, 5 jours, peuvent finalement provoquer un décalage de toutes les récoltes et une baisse des rendements? Au niveau des... il est certain de toute façon que ça va forcément impacter l'agriculture, même sur quelques jours, parce que si on a des coupures d'eau et des restrictions, des manques d'eau pour l'agriculture, en quelques jours seulement, on a un impact assez sérieux sur les productions. Alors, les nappes phréatiques, vous y avez fait allusion, est-ce qu'elles risquent aussi de poser un problème? Et si oui, est-ce qu'on s'en apercevra finalement bien plus tard, bien après, dans quelques mois, quand on aura besoin de... quand on constatera finalement qu'elles sont un peu à sec? Oui, alors pour revenir sur est-ce que quelques jours ça produit des effets, en fait la problématique c'est ces plants qui sèchent avant d'arriver à maturation et qui du coup ne termineront pas leur croissance et qui ne seront pas propices et ne seront pas récoltables. Donc ça peut en effet avoir un effet évidemment à plus long terme sur les nappes phréatiques. Et puis en fait c'est tout un système qui en ce moment est perturbé. L'isotherme zéro, donc l'endroit... L'endroit où il fait 0 degré est en ce moment à 5200 mètres, donc c'est-à-dire au-dessus du Mont Blanc. En France, oui. Et ça signifie en fait que tout le système, on se rend bien compte que ce qu'il se passe en montagne a un effet dans les plaines et qu'on est dans un état de bouleversement complet dont on peine à mesurer les impacts et que l'agriculture en fait doit faire aujourd'hui doit composer avec un régime d'incertitude qui est celui du changement climatique. L'enjeu des nappes phréatiques, est-ce qu'on peut encore une fois le rappeler?
Les nappes phréatiques, c'est effectivement l'endroit où est stocké l'eau quand il pleut. Donc, l'eau va être absorbée par le sol et va rentrer. Ça, c'est en hiver, parce que sinon, c'est la végétation qui absorbe l'eau de pluie. Donc, en hiver, l'eau s'écoule et rentre dans les nappes phréatiques. Mais il y a déjà plusieurs régions en France où il y a des restrictions d'eau parce que les nappes n'ont pas pu être restaurées. Donc, on est déjà dans une situation de tension sur l'eau, malheureusement, notamment dans le sud-ouest. Et donc, on est déjà dans cette situation. Il va falloir faire des choix entre l'usage pour l'irrigation, l'usage pour simplement la soif pour les humains, des usages industriels, ça c'est d'autres régions, mais par exemple au bord du Rhône, il y a de l'eau qui est utilisée pour refroidir les réacteurs nucléaires. Alors, elle est rejetée dans le Rhône, mais parfois quand c'est trop chaud, on est obligé d'arrêter les réacteurs nucléaires. Il est prévu de changer ce système pour qu'il y ait un refroidissement interne et de créer des nouveaux réacteurs nucléaires EPR qui eux-mêmes vont garder cette eau et donc une consommation d'eau qui va augmenter. Ce n'est pas soutenable d'avoir à la fois ces projections de hausse de consommation d'eau par l'irrigation ou pour l'énergie, et en parallèle, on sait qu'il y aura moins d'eau. Donc, à un moment donné, il faut que les pouvoirs publics s'emparent de ce sujet et arbitrent sur ces usages-là, et c'est l'objet du rapport du Haut-Commissariat à la stratégie au plan qui présente 3 scénarios. Si on continue comme maintenant... Précisément, quels sont-ils ? C'est un scénario où on continue comme maintenant. En fait, on va complètement dans le mur. On va avoir effectivement 88% du territoire avec des problèmes de restriction d'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas vivre. Un scénario, on va mettre en place certaines mesures, certaines techniques. Ça améliore un peu les choses. Et un autre scénario, on mise vraiment sur la sobriété. Sobriété, ça veut dire qu'on réduit sa consommation de viande, donc on réduit l'élevage, on change les cultures. Ça, c'est un scénario, c'est un travail à plus long terme, on va dire. Exactement, parce que ce rapport s'oriente vers 2050. Mais l'enjeu, c'est certes de régler les problèmes quand ils arrivent, mais c'est vraiment surtout d'anticiper. Ce n'est pas un cas isolé, la sécheresse aujourd'hui. Ce sont des phénomènes qui sont de plus en plus fréquents et qui, malheureusement, vont devenir la nouvelle normalité. Donc, il faut anticiper tout cela. On connaît la suite, en fait. Les scientifiques nous ont déjà expliqué où on va si on continue avec les politiques actuelles. Donc, il faut absolument anticiper ça pour mettre en place des mesures pour réduire la consommation d'eau de tous les domaines, faire des choix. Donc, pas forcément plus d'irrigation, donc changer de culture aussi, changer d'alimentation et effectivement économiser l'eau et faire attention aussi à la pollution de l'eau, parce que si on a moins d'eau, si elle est plus polluée, c'est aussi un souci. Alors, avant de vous donner la parole, Amélie Mouget, juste une petite précision. Vous avez parlé de 3 scénarios. L'un, on ne fait rien. L'autre, on change tout, en quelque sorte. Oui. Objectif 2050. Et le scénario intermédiaire, vous avez dit changer de petites choses, des aménagements. Pouvez-vous nous donner 2-3 exemples de choses qui seraient possibles de mettre en place tout de suite ? On peut déjà effectivement réfléchir au type de culture que l'on fait, sans aller vers un scénario où on réduit l'élevage. Déjà, se dire que la question du maïs, c'est une vraie question, parce que c'est une culture qui nécessite beaucoup d'eau. Oui. Donc, il faut réfléchir à des alternatives au maïs. Ça, je pense que c'est une question... Qui serait Alors, on peut avoir différents types d'autres cultures. Lesquelles ? On pourrait avoir du sorgho, par exemple. Il y a des expérimentations. Et qu'est-ce que ça changerait dans notre vie quotidienne ? Alors, ce scénario, si on ne change pas notre consommation de viande, pourrait ne pas changer. Mais tout ça n'est pas soutenable non plus. Ce qu'il faut, c'est réellement changer notre alimentation, avoir une alimentation plus équilibrée, plus de protéines végétales, moins de protéines animales, évidemment consommer une viande locale, et on peut gagner jusqu'à 10 ans d'espérance de vie. Je veux dire, c'est quand même un enjeu aussi de santé publique, et derrière, on sait très bien que les coûts de santé sont également un enjeu qui préoccupe beaucoup de personnes. Et on reparle aussi du locavorisme, c'est-à-dire la capacité de tout un chacun à consommer des produits qui viennent de moins de 100 km de la maison. Vous vouliez intervenir, Amélie Mouget ? Oui, sur la question des nappes phréatiques, en fait, il faut aussi avoir en tête que c'est notre meilleur outil pour stocker l'eau sans déperdition. C'est-à-dire que quand l'eau est dans les nappes phréatiques, elle ne s'évapore pas, à la différence des installations comme les méga-bassines, qu'on fait beaucoup parler, et qui sont dans la loi du plomb à l'examen demain, qui
ont vocation à retenir l'eau et à résoudre cette question de stress hydrique, mais qui en fait posent des problèmes d'évaporation et de perte. Donc cette solution qui consiste à essayer de stocker l'eau coûte que coûte, elle est largement décriée. Par contre, en effet, réfléchir à une adaptation de l'agriculture, au choix des types de cultures pour être plus résilient à long terme, parce qu'on sait que ces vagues de chaleur vont se multiplier. En gros, si on en aura 5 fois plus d'ici à 2050, 10 fois plus d'ici à 2100 si rien n'est fait. Donc ce n'est pas une année exceptionnelle où les agriculteurs doivent faire avec et puis passer. En fait, ça se reproduira l'an prochain et l'année d'après, et peut-être qu'il y aura une année clémente, mais on va sur une tendance, on entre dans un monde où cultiver des cultures extrêmement gourmandes en eau ne semble plus pérenne et raisonnable. Boris Veliachev, j'imagine que vous suivez attentivement ce qu'il dit sur ce plateau. On va parler plus longuement tout à l'heure, d'ici une dizaine de minutes, de tout ce qui est architecture, tout ce qu'on peut mettre en place à l'intérieur des villes, en matière d'urbanisme. Mais peut-être que déjà, ce que vous avez entendu et qui concerne, j'allais dire, la canicule des champs par opposition à la canicule des villes, vous inspire des commentaires. Bien sûr, mais de toute façon, comme cela a été dit, on va devoir revoir nos habitudes alimentaires, nos habitudes agricoles, de façon à éviter... Excusez-moi, j'ai un retour bizarre qui est décalé. C'est ce qu'on appelle le N-1. Voilà, je m'adresse à notre équipe technique. Si elle peut faire en sorte que vous ayez ce qu'on appelle le N-1 dans notre jargon technique, vous ne vous entendrez pas en écho. Sinon, vous enlevez la petite oreillette, vous parlez, et j'attendrai que vous la remettiez pour vous poser la question. D'accord, je suis désolé, c'est un peu bizarre quand je parle. Oui, je disais donc qu'il est certain qu'on va devoir changer nos habitudes alimentaires, nos habitudes agricoles. Il va falloir qu'on revoie sur le long terme, mais sans des opérations qui prennent sur le long terme, parce que c'est plus facile de changer les lois que les habitudes. Et il est certain qu'il va y avoir une part aussi d'éducation et de prise en compte de cette problématique de réchauffement climatique et de sécheresse. Particulièrement, et de manque d'eau par l'ensemble de la population, et donc une adaptation aussi de nos habitudes à ce réchauffement. Sans cela, il est certain que ça va être difficile à mettre en place, au-delà des actions bien sûr qui doivent être prises par nos autorités. Alors évidemment, on se pose aussi la question des conséquences pour notre pouvoir d'achat. Ce qui se passe en ce moment, baisse éventuelle des rendements, récolte retardée, est-ce qu'on va le payer d'une manière ou d'une autre à la caisse ? Évidemment, parce que les fruits et légumes, s'il y en a moins, vont coûter plus cher, alors qu'ils sont déjà chers, alors que c'est vraiment bon pour la santé, donc c'est un vrai sujet. Et on l'avait vu en 2022, où il y avait déjà eu des chaleurs très intenses. La production d'olives en Espagne en avait beaucoup souffert, et le prix de l'huile d'olive s'était envolé. Donc on a des impacts évidemment très concrets sur le portefeuille des ménages quand on a ce type de sécheresse. Revient régulièrement à chaque fois qu'il y a un épisode caniculaire, et celui-ci est assez spectaculaire, le spectre de la sécheresse de 1976. Alors ça date un petit peu, et puis en même temps, ça avait beaucoup marqué les Français. D'ailleurs, j'ai relevé que les tomates à l'époque, le kilo de tomates était passé de 4, non pas euros, mais 4 francs 30 à 7 francs 20, donc une augmentation d'à peu près... comme ça a vu 80%, est-ce qu'on risque de le retrouver pour d'autres produits ? Parce que là, ce sont les tomates, mais pour d'autres produits que les Français consomment tous les jours, en quelque sorte. Alors, je pense qu'il est trop tôt pour le dire, et puis qu'il faut aussi prendre en compte les politiques de prix de la grande distribution. Par exemple, à ce jour, on sait que la grande distribution fait des marges très faibles sur des produits qui sont nocifs pour la santé, des produits ultra transformés. La malbouffe, en gros. La malbouffe, en gros. Ouais. Et donc, ce sont des produits dits d'appel sur lesquels on ne marche pas et il y a une incitation financière à la malbouffe. Alors que sur les fruits et légumes, la grande distribution fait des marges conséquentes. Donc évidemment que ça se joue dans les champs, évidemment que le coût de production pour les agriculteurs pèse, mais il ne faut pas oublier les autres acteurs de la filière qui participent à la détermination du prix et in fine de notre ticket de caisse. Donc, vous soulevez un problème particulièrement intéressant parce qu'on dit aux gens qu'il faut bien s'alimenter, qu'il faut évidemment... qu'il faut potentiellement changer ses habitudes alimentaires. Et puis en même temps, lorsque vous remplissez le caddie et que vous voyez l'addition, vous vous dites, je vais acheter, pardon de le dire, mais de la saloperie.
Il y a beaucoup de gens qui s'alimentent mal aussi pour des raisons financières. Bien sûr. Donc le problème, il est global. Là, on part de la sécheresse pour arriver à des problèmes qui sont il est qui très sont politiques global. et économiques. En ce moment, il y a un débat sur une stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, qui est une stratégie nationale justement pour réfléchir à cette alimentation qui soit compatible avec une bonne nutrition, avec la santé et avec le changement climatique. Mais concrètement, comment ? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure aujourd'hui ? Dans quelle direction on peut aller pour déjà avancer un petit peu sur ce terrain-là ? On pourrait déjà essayer de supprimer certaines publicités ou certaines promotions que la grande distribution met en avant sur des produits qui sont plutôt de la malbouffe. Donc mauvais Nutri-Score, pas de pub. C'est ça, par exemple, et avoir davantage de promotions, y compris des baisses, sur des produits qui sont meilleurs pour la santé ou des produits plus végétaux qui soient plus mis en avant dans les rayons. Actuellement, c'est malheureusement pas le cas. Il y a des choses à faire. C'est pas toujours plus cher d'avoir une alimentation plus végétale, parce que la viande coûte cher. On peut avoir des légumineuses, manger des lentilles, des pois chiches, etc. Ça, c'est pas excessivement cher, et on peut avoir une alimentation avec des protéines de ce type-là. Mais c'est vrai qu'il faut le mettre en avant et il faut que les promotions concernent aussi davantage ces produits-là. Quand on est directrice de la rédaction d'un média comme Reporter, est-ce que on se dit je me dois de... Alors je me méfie du mot, d'éduquer les gens. Voilà, les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire, mais de conseiller les gens. Est-ce que vous sentez une demande de la part de vos lecteurs sur des conseils très pratiques au quotidien en matière d'alimentation pour éviter évidemment de s'intoxiquer et de s'empoisonner ? Oui, bien sûr. Là, on a beaucoup parlé du cadmium. Le cadmium. Cadmium. Oui, une substance. Pardon, je ne sais pas ce que c'est. Le cadmium, c'est une substance très nocive, très toxique, qui est notamment suspectée, plus que suspectée, cancérogène. On le trouve dans quoi ? Et on le trouve dans le pain, dans les pâtes, dans les crustacés, mais on en mange moins quotidiennement. On en trouve en fait beaucoup en France parce que c'est dans les engrais que ce produit existe. En fait, c'est un métal qui pourquoi en France, qui vient des engrais phosphatés, parce qu'en fait, nos engrais phosphatés viennent en partie du Maroc et de roches dans lesquelles il y a beaucoup de cadmium. Et les seuils en France sont assez élevés, c'est-à-dire qu'on tolère une quantité de cadmium dans notre alimentation qui est très importante. Donc on a évidemment... C'est pas le cas dans les pays étrangers, je prends l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Les seuils sont aussi bien inférieurs. En fait, les seuils sont plutôt alignés sur les recommandations des autorités de santé, alors qu'en France, on est bien au-delà. Donc, il y a la question des PFAS dans l'eau potable, on en a beaucoup parlé, la question du cadmium, la question des pesticides. Alors, les PFAS sont des dérivés du plastique, en quelque sorte. Les PFAS, en fait, on les retrouve, c'est des activités industrielles. Pour le coup, l'agriculture est moins en cause. Peut-être que Anne complétera, mais on est sur une pollution qui préoccupe de plus en plus les lecteurs et les lectrices. Donc nous, on est là à la fois pour documenter sur ces pollutions, dire où est-ce qu'on les trouve, en quelle quantité, à quel point c'est préoccupant, quel risque pour la santé, et donner des échappatoires en disant, typiquement, l'agriculture biologique pour le cadmium, donc c'est cette substance toxiques responsables du cancer du pancréas et d'autres. Potentiellement. On peut y échapper en mangeant bio si on le peut, parce que c'est... Si on le peut, mais si on revient à la question financière. Évidemment. Et donc on arrive à 48% en moins. Les pesticides, pareil, en mangeant bio. Mais il y a aussi une dimension variée de l'alimentation. En fait, si on mange du pain, des pâtes à tous les repas, on risque d'être plus exposé à ces substances. Donc ça, c'est des conseils très pratiques qu'on donne aux lecteurs et lectrices, mais sans jamais oublier les causes, en fait. Parce que si on ne... Oui, on voit bien que c'est global. Complètement. Si on fait juste des choix à son échelle de essayer de passer entre les gouttes des pollutions sans jamais s'attaquer aux engrais, aux pesticides, aux activités industrielles qui génèrent des polluants éternels, on ne va pas résoudre le problème et on n'arrivera pas à y échapper perpétuellement au quotidien, puisque ces produits sont partout.